jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. C'est une belle appellation rhodanienne que je vous emmène découvrir aujourd'hui. Située au pied des dentelles de Montmirail, elle tient son nom d'un magnifique petit village, fièrement installé sur son promontoire, j'ai nommé Rasteau. Rasteau fait partie des crus de la vallée du Rhône. Une distinction obtenue en 2010 en reconnaissance des qualités exceptionnelles de ses sols et de ses vins. Je vous propose cet épisode pour plonger dans cette appellation et tout savoir sur elle. Pour cela, partons à la rencontre de 4 personnalités qui font vivre Rasteau. Hélène Durand et Michael Boutin, tous deux vignerons, Frédéric Goliard, coopérateur et coprésident de l'appellation, et enfin Frédéric Lavaux, négociant. Régalez-vous, chers auditeurs et chères auditrices. Hélène Durand, vigneron à Rasteau, domaine du Trapadis. Et donc c'est un domaine familial. Domaine qui nous accueille aujourd'hui. On a le bonheur d'être ici au domaine du Trapadis. Bienvenue au domaine et à Rasteau. Michael, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors moi c'est le domaine Michael Boutin, comme mon nom et mon prénom l'indiquent. C'est un tout petit domaine de 2,5 hectares à Rasteau, le dernier domaine intramuros. Donc voilà, avec une philosophie de petite structure où on est polyvalent, tout simplement. C'est un domaine qui existe depuis longtemps ? Alors moi, c'est un domaine que j'ai créé en 2011. Le vignoble est un vignoble de famille qu'on a depuis plusieurs générations. Mais j'ai franchi le pas en 2011. Et là, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail le domaine du Trapadis, s'il te plaît ? Donc c'est un domaine familial. On a 35 hectares de vignes, dont 25 sur Rasteau. C'est un domaine, je suis la 4e génération et on est certifié en bio et biodynamie. Alors je voudrais qu'on commence par regarder Rasteau dans son ensemble. Donc on est dans les côtes du Rhône, j'ai mis 50 minutes là pour venir depuis la gare d'Avignon sous un beau soleil d'hiver avec un peu de vent quand même, il fait pas très chaud aujourd'hui. C'est une appellation qui est devenue un cru des côtes du Rhône en 2010. C'est ça. Ouais. Donc le cru rouge a été acquis en 2010 et il y a aussi les vins naturels en 1944. Ouais, dont on parlera un petit peu plus tard. C'est quoi les spécificités de Rasteau ? Alors Rasteau, pour situer un petit peu, on est dans le Nord Vaucluse, entre Vaison-la-Romaine et Orange, proche des crus comme Vaqueras, Gigondas, Châteauneuf-du-Pape, Queyranne. Ça, c'est les crus les plus proches. Et on a les dentelles de Montmirail en face nous et le Mont Ventoux. Voilà, pour situer un petit peu. Donc, Nord Vaucluse. C'est un climat qui est méditerranéen. Qui dit méditerranéen dit quelques gelées en hiver. C'est un climat plutôt doux et une pluviométrie d'à peu près 700 mm à l'année. Et sur les terroirs, on est plutôt sur des terroirs argileux d'origine différente et calcaires, avec une proportion de coteaux d'environ 60% pour l'appellation Rasteau et 40% en plaine. Et en ce qui concerne l'encépagement ? L'encépagement, c'est principalement Grenache. Qui doit être à 50% minimum dans les assemblages ? C'est ça, un minimum 50% de Grenache noir. Et après, c'est un assemblage avec Grenache, avec Syrah et Mourvèdre, 20% minimum. Alors c'est voilà, on fait comme minimum 20% Syrah et Mourvèdre. Et on peut compléter avec d'autres cépages des Côtes-du-Rhône. En rouge ou en blanc, comme les Cinsault, les Carignans, la Clairette aussi. On peut mettre un petit peu une proportion de blanc dans nos assemblages. Voilà, ça c'est le principal. C'est des grosses dominantes de Grenache principalement.
Pourquoi est-ce que le Grenache, il se plaît bien, particulièrement bien à Rasto? Après, dans la vallée du Rhône, en général, il est plutôt adapté. Déjà par le côté climatique, parce que c'est des cépages quand même qui sont habitués aux fortes chaleurs, surtout l'été. Donc voilà. Et ensuite, le Grenache, c'est quand même, c'est un peu comme le piment en Bourgogne, quoi. C'est des cépages qui sont plutôt neutres à la base, mais quand on les implante sur les bons terroirs, justement, on a cette profondeur dans le vin. Alors, on a toujours le fruit, hein, n'importe quel terroir où on l'implante, mais après, c'est surtout la profondeur, c'est surtout le fond du cépage qu'on retrouve. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Toi, tu travailles sur quel type de sol? Tu as tes 2,5 hectares, comment ça Alors se moi, je constitue? travaille sur beaucoup de marne bleue. J'ai cette chance-là, sur beaucoup de coteaux. J'ai pas de terrain en plaine. Donc c'est à peu près 70-80% de mes terroirs. Ensuite, j'ai quelques terroirs, justement, où on a des galets roulés avec des argiles rouges un petit peu plus fines, justement, des terroirs un petit peu plus solaires. On retrouve quand même, après, en profondeur, aux alentours des 60-70 cm, justement, ces marnes bleues. On revient sur cette roche-mère. Et donc voilà, après, je m'adapte un petit peu en fonction de tout ça, quoi. Alors, sur les marnes bleues et sur les galets roulés ou les terres rouges, comment ça va influencer le style des vins que tu produis? Sur les terroirs un petit peu plus solaires, on aura une aromatique un petit peu plus de garrigue avec des notes plus épicées, des vins souvent avec un taux d'alcool un petit peu plus élevé aussi, avec une structure un petit peu plus massive, entre guillemets, quoi. Et plus on va aller justement sur ces marnes et sur ces terroirs plus ombragés, plus on aura de finesse dans les vins, plus on aura un côté aérien dans les vins. Toi, Hélène, tu as aussi une diversité de sols comme ça à ta disposition? Alors moi j'ai une diversité de sols. Pour finir un petit peu ce que disait Michael, Michael travaille, tu l'as pas dit, mais tu travailles en veine, tu assembles tes terroirs. Et moi je travaille en parcellaire. Voilà, donc la surface n'est pas la même. Je travaille séparément les argiles rouges sur les quartiers, les plans, les ponchonnières. Donc la partie en plaine, c'est des argiles qui sont riches en manganèse, des argiles calcaires. Et après, j'ai des marnes bleues et des argiles jaunes avec des sous-sols d'argile bleue. Et à Rasto, comme il n'y a pas d'arôme dominant, d'arôme variétal particulier, le Grenache noir, parce qu'on parle des vins rouges, agit comme un vecteur. C'est-à-dire qu'il va prendre le goût de la terre où il est, le goût du terroir. Voilà, ça c'est très important. Et c'est ce qui donne la spécificité aux vins de Rasto. Voilà, c'est des vins qui ont une personnalité et qui ont du caractère. Voilà, pour complémenter ce que disait Michael sur le cépage, sur le Grenache. Hélène, ça fait donc 35 ans à peu près que tu travailles sur ce domaine? C'est ma 34e vinification. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, j'imagine, pour Rasto, à la fois dans les vins et puis pour la réputation du village et du cru, puisque c'est devenu un cru entre-temps. Est-ce qu'on peut essayer de refaire un petit peu l'histoire, enfin de regarder l'histoire ensemble? C'était comment d'être vigneron à Rasto au début des années 90? Alors, évidemment, on était sur l'appellation Côte-du-Rhône Village. Je dirais que la qualité des vins a toujours été reconnue à Rasto pour les vins rouges, et avec l'image aussi, une très bonne image sur les vins non naturels. Il se faisait un petit peu de blanc, mais ça ne me parlait pas beaucoup. Je pense dans les années 90, tout le monde défendait le rouge sec, donc le Côte-du-Rhône Village Rasto. Donc après, ça c'est pour l'image du village. Je dirais que le changement, le passage en cru a fait évoluer un petit peu les mentalités, à travailler plus sur le qualitatif, à travailler en préservant plus les vieilles vignes, sur des rendements un peu plus faibles, qui s'affaiblissent naturellement aussi. Après, les rendements ils sont relativement limités dans l'appellation. Ils sont limités.
Ils ont toujours été limités parce que même en Côte-du-Rhône village, on était à 42 hecto-hectares. Là, aujourd'hui, en cru, on est à 35 sur le cru Rasto. Oui, c'est des rendements qui sont faibles. Après, il ne faut pas se cacher que sur les vieilles vignes, on est plutôt entre 25 et maximum 30 sur des grenaches. Peut-être sur les Syrah, on arrive à 35. Les Syrah, les Mourvèdres, on arrive à 35. C'est des vignes un petit peu plus jeunes. Mais voilà, 35 hectos, la moyenne de l'appellation, je pense qu'on est plutôt à 30 hecto-hectares. Sur les 20 ou 30 dernières années, vraiment dans le climat de Rasto, qu'est-ce qui a changé ? Moi, je trouve qu'il y a vraiment un très gros changement sur les 20 dernières années. Mais parce que là, on est en période d'hiver. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on avait des périodes d'une quinzaine de jours, voire 3 semaines, de température négative à moins 7, moins 8. Maintenant, dans un hiver normal, on arrive à 5-6 jours de gelée, mais sur des gelées de moins 1, moins 2. Donc ça fait une énorme différence. Et après, on a ces périodes d'été qui sont très très sèches et qui sont longues surtout, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, par exemple. Est-ce que la pluviométrie globale a baissé ? Je veux dire annuelle. Pas forcément. Mais c'est réparti différemment, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. Donc du coup, après, c'est à nous de nous adapter. Et c'est vrai que l'adaptation en général, je pense qu'on n'a pas inventé grand-chose. Parce qu'en fait, les cépages qui étaient implantés par nos anciens sont réellement adaptés à nos terroirs et à nos climats. Après, on a voulu implanter des cépages comme la Syrah et le Mourvèdre, et on s'aperçoit que c'est vraiment eux qui sont les moins adaptés à nos climats et à nos terroirs aussi. C'est là où on a le plus de mortalité. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le syndicat et les vignerons, la cave coopérative, les négociants, à vouloir justement avoir un pourcentage de cépages, en cépages secondaires, plus important que ce qu'on a actuellement. Et diminuer un petit peu ces cépages comme la Syrah et le Mourvèdre, par exemple. Hélène, est-ce que tu te fais du souci pour le grenache dans les années à venir ? Parce que c'est un cépage, tu me dis tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui monte assez vite en alcool, enfin en sucre et donc en alcool, qui a une acidité relativement basse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que si le chemin continue comme il l'est aujourd'hui, du changement climatique, et il y a toutes les raisons de penser que ça va continuer comme ça, il n'y ait pas des limites atteintes avec ce cépage pour faire des grands vins ? Alors, évidemment, ça va, le réchauffement climatique, comme le disait Michael, on le constate surtout depuis une vingtaine d'années. Voilà, depuis la bascule, ça a été le millésime 2010. Voilà, donc ça c'est là vraiment qu'on a fait des vins un petit peu différents et qu'on constate des degrés alcooliques qui montent. Le grenache, c'est un cépage qui est plutôt résilient, donc qui est bien adapté à la région, comme disait Michael. Et quand on dit qu'il est bien adapté, ça veut dire que là, on parle du vin, donc du raisin, mais il est la souche, le variétal, le végétal est bien adapté. Il s'implante bien. Il est pendant les périodes de pluie, pendant les périodes de canicule, parce qu'il y a quand même des périodes de canicule, souvent au mois d'août. Quand on dit canicule, ça veut dire des températures à 40 degrés, plus de 40 degrés la journée et par loin de 30 degrés la nuit. Donc ça dure plus ou moins longtemps, mais c'est là que vraiment la vigne, elle accuse le coup. Même s'il y a eu des pluviométries avant, c'est là que ça souffre. Après, c'est un cépage qui est vraiment bien adapté, comme le Carignan, comme le Cinsault aussi. C'est des cépages qu'on voit depuis après-guerre, surtout. Donc, on a des vieilles vignes de Cinsault, de Carignan, et on s'aperçoit que la plante, enfin, la variété est bien adaptée à ce changement climatique. Après, le sol et le sous-sol qu'on a, donc c'est des sols et sous-sols argileux, donc qui retiennent l'eau, qui dit retient l'eau, dit emmagasiner l'eau pendant les périodes d'automne et d'hiver, parce que c'est là que vraiment on emmagasine, parce que ça tombe plus lentement sur des périodes plus longues.
Donc là, on emmagasine l'eau a vraiment le temps de descendre dans le sous-sol au niveau d'un enracinement assez profond. Et c'est là qu'elle va puiser quand la vigne commence à accuser le coup de la chaleur. Alors pas forcément à stresser, mais quand en surface ça s'est asséché par les températures, par le Mistral, parce qu'on est quand même dans un climat méditerranéen où le Mistral berce quasiment tout le temps, plus ou moins fort, mais et à Rasto, il y a toujours 10 km/h de Mistral. Hein. Enfin, la journée, c'est des journées très calmes, il y en a pas beaucoup. Donc, ce changement climatique, on essaie évidemment par le biais des méthodes culturales. Donc, je pense que la taille joue beaucoup. Donc, on est dans une région où la taille courte est de rigueur. C'est dans le cahier des charges. Donc, des tailles en courson, mais la taille en gobelet. Voilà. Et après, l'effet des densités de plantation agit aussi sur cette résistance au changement climatique, parce que donc des densités de plantation qui ont tendance à se réduire. Elles avaient tendance à augmenter depuis une trentaine d'années par le cahier des charges. Et là, on s'aperçoit que quand même, il faudrait peut-être les réduire, passer en dessous 4000 pieds hectares. Ce qui, quand on réduit la densité de plantation, ça donne plus de surface pour un plan de vigne, en fait. Et donc, il y a moins de concurrence d'un pied à l'autre. C'est ça. Voilà. Alors, des charges un petit peu plus élevées par pied, si on veut maintenir le rendement, mais donc des grains un petit peu plus gros, et ce qui permettra d'avoir des richesses en alcool un petit peu plus faibles, des acidités un petit peu plus correctes, on va dire, pas plus élevées, parce que c'est quand même, on est quand même dans le sud de la France, mais un petit peu plus, des équilibres sucre-acidité plus intéressantes, plus correctes. Aujourd'hui, dans le cahier des charges, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 4000 pieds par hectare ? Non. Alors, non, c'est 4000 minimum. Et c'est des discussions que vous avez en ce moment, ou c'est un avis personnel très personnel que tu exprimes ? Moi, c'est un avis personnel depuis longtemps. Moi, je pense que nos vieilles vignes, moi, j'ai des vieilles vignes qui sont plantées il y a 2500 pieds, donc 2 mètres par 2 mètres, parce qu'à l'époque, elles étaient faites pour être travaillées au cheval. Donc, on croisait les labours. Et on a des coteaux, même Michael, qui sont à 2800, 3000 pieds, inférieurs à 4000 pieds hectares. Et ça, je trouve que ça va plutôt pas mal. Après, c'est des discussions qu'on commence tout juste à avoir avec l'INAO, parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Il y a d'autres crus qui s'intéressent justement à la question sur ce changement climatique pour limiter la concurrence, ces stress hydriques. Voilà, donc c'est une des solutions. Tu as parlé tout à l'heure de la Syrah, du Mourvèdre, qui n'étaient pas forcément les mieux adaptés à la région, et vous avez tous les deux mentionné le Carignan et le Cinsault. Au-delà du fait que le végétal est adapté au village et à la région, qu'est-ce que ces deux cépages, ou qu'est-ce que chacun de ces cépages apporte dans les vins quand vous faites des assemblages ? Alors le Cinsault, c'est un cépage qui est vraiment adapté au réchauffement climatique, comme on parlait, parce que c'est un cépage à gros grains, avec beaucoup de jus, un cépage qui est plutôt neutre, encore plus neutre que le Grenache. Donc justement, sur les marnes, on arrive à avoir encore plus de minéralité, de fruits, de finesse. Donc plus on aura de jus, plus on va diluer, entre guillemets, ce potentiel alcoolique qu'on nous reproche souvent. Et sur le Carignan, on va avoir un petit peu le contraire. On va avoir une concentration un petit peu plus élevée, une couleur plus dense que sur un Grenache ou que sur un Cinsault. Mais on a de très belles acidités. Alors, je change de sujet complètement, mais un sujet que je suis ravi d'aborder avec vous aujourd'hui, là, mais c'est les vins doux naturels. C'est quand même... alors, on en produit quand même peu en France, mais Rasto est quand même particulièrement renommé pour la qualité de ses vins. Déjà, Hélène, c'est quoi les vins doux naturels ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment c'est produit, s'il te plaît ? Alors, je vais essayer de faire au mieux.
J'ai confiance. Donc les Vins naturels Arasto, donc c'est pour resituer par rapport aux autres vins naturels en France, on est l'appellation la plus septentrionale. Qui dit septentrionale, la plus au nord. Donc où on peut avoir de la fraîcheur dans ces vins, de l'équilibre. Donc les vins naturels, pour partir sur le côté un peu législatif, ce sont des vins qui sont partiellement fermentés, où les jus de raisin sont partiellement fermentés, et où on rajoute de l'alcool neutre. Qui dit alcool neutre, c'est des alcools à 96 degrés et des poussières. Voilà. C'est des alcools de raisin ou pas? Automatiquement des alcools d'origine vinique. C'est obligé. Donc, qui dit alcool vinique, alcool de lie, alcool de vin et alcool de marc. Voilà. Donc, le pourcentage d'alcool sur les vins naturels, l'ajout est entre 5% et 10% du volume. Voilà. Pendant la fermentation, et ce rajout d'alcool, c'est le mutage. Et ce mutage va arrêter la fermentation par le biais d'une augmentation du degré alcoolique rapide. Donc les levures s'arrêtent automatiquement. Et ce mutage, après, c'est à chacun, en fonction de ses goûts, de sa philosophie, va le faire plus ou moins tard. Donc certains vignerons préfèrent des VDN, des vins naturels un petit peu plus secs, donc ils vont arrêter à 80 grammes de sucre par litre, d'autres à 120 ou 130 en fonction des produits qu'on veut, des équilibres qu'on veut avoir. Et pour continuer sur les vins naturels, à Arasto, on a les 7 couleurs, donc le blanc, le rosé, le rouge. Enfin, le rouge, c'est le grenat. Après, il y a le tuilé, le ambré et le rancio. Donc, avec à chaque fois des exigences dans le cahier des charges sur le temps de vieillissement. C'est ça. Associé à chaque style. Parce que tu prononces des noms de couleurs, oui, mais c'est associé en fait à un style de vin plus ou moins vieux, enfin plus ou moins évolué. C'est ça. Plus ou moins oxydatif aussi. C'est ça. Donc, voilà. Tout ce qui est blanc, rosé, grenat, c'est des élevages qui sont très courts, qui ne sont pas oxydatifs, donc des élevages souvent en cuve fermée. Et là, ce qu'on cherche sur ces vins-là, malgré le degré d'alcool et le sucre, c'est quand même un côté fruité. On cherche le fruit des cépages et la gourmandise en général. C'est ça, c'est le côté croquant, le côté fruité. Alors pour les grenats, peut-être avec une petite structure tannique qu'on peut avoir sur des vins jeunes. Voilà. Alors après, ces vins, on peut les garder après. Hein. Je veux dire, ça c'est pour le process de fabrication. Après, ils sont quand même très intéressants. Une fois qu'ils sont embouteillés, on garde ça dans quelques années, ça donne des palettes aromatiques très intéressantes. Le tuilé et l'ambré, on est sur des élevages plus longs. Voilà. Et le rancio, c'est encore plus long. Je crois que c'est 52 tonneaux. Et en plus, il faut qu'il y ait la couleur rancio, c'est-à-dire un reflet légèrement vert sur le disque du verre, et le goût. Alors, je vous propose qu'on passe à la dégustation maintenant et puis qu'on parle un petit peu d'accord mets et vin, parce qu'il y a des belles choses à manger sur la table, il y a des jolies bouteilles déjà ouvertes sur le tonneau. Alors, on attaque avec Michael dans ce cas-là. Donc, alors, on est sur un assemblage de 60% de Grenache et après, il y a 10% à part égale de Carignan, Cinsault, Syrah et Mourvèdre. Donc, on est sur le millésime 2022. Donc on est sur des vins où il y a des cuvaisons très courtes, une quinzaine de jours. Alors le but du jeu, c'est vraiment d'avoir, parce qu'on parle de terroir, d'avoir un minimum d'influence pendant la vinification sur le raisin. Donc de garder cette pureté de fruits, un bel équilibre avec une belle acidité. Ça c'est très important, j'y tiens beaucoup. Je travaille les vins vraiment sur la profondeur, donc avoir de légères amertumes pour avoir un côté suave, un petit peu comme sur les bières par exemple. Et cette envie d'en reprendre forcément, tout simplement. Pendant la cuvaison, là, tu fais des pigeages, des remontages. Comment tu travailles ta macération? Alors moi déjà,
à la récolte, on va sur des maturités où il faut qu'il y ait un équilibre. On n'est pas sur une surmaturité, parce que moi je veux des vins justement avec quelque chose, une aromatique très pure, un fruit juste frais, vraiment gourmand. Donc on part sur ça à la base. Ensuite, en vinification, c'est une vinification où on a rentré les raisins, où on a justement éraflé et foulé pour avoir un maximum de jus, justement, pour avoir des départs en fermentation et justement garder toujours cette fraîcheur dans le vin. Après, la cuvaison, c'est une quinzaine de jours, justement, pour toujours rester sur ce profil de vin. Et il y a très peu d'extraction. Donc, c'est vinifié cuve béton. Après, ce sera pressé et élevé en cuve béton toujours. Alors pareil, des cuvaisons assez courtes, des élevages assez courts, à peu près 8 mois, quoi. Donc les vins sont mis au mois de juillet ou d'août de l'année qui suit, en bouteille. Et après, justement, toujours pour garder ce côté, cette pureté, ce côté terroir dans le vin, je les réélève pendant à peu près 6 mois avant la commercialisation en bouteille. Le fait de faire des élevages courts, ça te permet quoi par rapport à un élevage qui durait par exemple 18 mois? Qu'est-ce que tu cherches avec l'élevage court? Ben, l'avantage des élevages courts, c'est que déjà on diminue les entrées de sulfite, par exemple, ou de conservateurs ou gazés, ça dépend de ce qu'on veut faire, techniquement. Et puis on garde vraiment le vin à l'état brut, quoi, à l'état originel. Alors, brut, c'est pas le mot que j'aurais utilisé pour ce vin-là, justement, parce que, enfin, même je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, pour le style du vin, je trouve que c'est pas brut du tout, quoi. C'est frais, c'est élégant, il y a des tanins qui sont présents, mais qui sont mûrs et ça accroche un tout petit peu, mais vraiment ce qu'il faut pour donner du caractère. Donc, je trouve que c'est un très joli vin. Je te remercie. On passe au suivant. Hélène, on goûte un de tes vins? Allez, on va goûter un de mes vins. Donc, on est sur la cuvée Les Adrets, qui est un parcellaire. Et donc, on est sur un terroir d'argile bleue en coteaux, des marnes bleues calcaires. On les garde en bouteille. On commence à commercialiser au bout de 2 ans et demi, voire 3 ans. Combien de temps d'élevage? Alors, on est sur des élevages assez courts parce que je mets en bouteille avant la récolte qui suit. Donc, Moins d'un an. Moins d'un an. Et dans quel type de contenant? C'est de la cuve béton. Il y a un tout petit peu de vieux fût, mais d'à peu près 10%. Et il y a 25% de jarre en terre cuite. Et le reste, c'est de la cuve béton traditionnelle. L'assemblage de cette cuvée, c'est 80% grenache noir et 10% de carignan et de mourvèdre. Et ces cépages sont en complantation. C'est des vieilles vignes de 70 ans en gobelet. Là, on sent les calcaires, le côté crayeux. Ça peut rappeler même certains blancs bourguignons corsés comme des chassagnes. On est plutôt sur ce genre de structure. On n'est pas sur des tanins, plutôt sur des amers très fins. Et un côté crayeux qui vient équilibrer la concentration des raisins. On est sur des rendements d'à peu près 25 hectolitres hectare. Voilà. Bon, juste avant, on a goûté le vin de Michael. Oui. Qu'est-ce que tu mangerais avec le vin de Michael, toi? Quel accord tu ferais? Alors, je vois qu'il a préparé des toasts très intéressants d'algues. Alors ça, je ne connais pas du tout. Je suis très gourmand et très curieux. Et des toasts de tomates séchées. Qu'est-ce que tu as rajouté là-dedans? Alors, c'est tomates séchées, amandes, basilic et un petit peu d'emmental. D'accord. Et c'est une recette traditionnelle de ta famille, de chez toi, ou c'est quelque chose où ça a été importé? L'idée, je parle de la recette. Non, c'est quelque chose qui a été fait. C'est ma compagne qui l'a fait. Un jour, elle s'est dit allez, on fait un petit truc comme ça, et je trouve ça intéressant. D'accord. C'est curieux, l'amande et la tomate. Je suis curieux de goûter ça. Donc, on peut déguster ces toasts. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Allez.
Michael, je te pose la même question. Quel accord tu ferais avec le vin d'Élin? Moi, je ferais plein d'accords avec, mais c'est vrai que là, il a amené un pâté croûte, là, avec les rouges, c'est plutôt intéressant. On a un peu ce côté, ce côté gras qui va venir enrober un petit peu les tanins du vin. Il va y avoir un bel accord, une belle osmose. Après, sur des vins rouges dans le style qu'Hélène fait ou que je fais, on a tellement un large spectre. On pourrait même amener ça sur des poissons avec une chair un petit peu plus prononcée, le bar, le turbo, le thon aussi. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Je trouve que j'aime beaucoup vos deux vins dans des styles quand même assez différents. Alors, les similarités, je trouve que dans les deux vins, il y a beaucoup de fraîcheur. En tout cas, il y a quelque chose de rafraîchissant, il y a de l'acidité et ça descend tout seul, si je peux m'exprimer ainsi. Je trouve qu'il y a un peu plus de suavité dans ton vin, Hélin. Peut-être parce qu'il y a déjà un peu plus de bouteilles. Ton vin est un peu plus jeune, Michael. Il y a un petit côté un tout petit peu plus austère, je dirais. Mais bon, 2022, c'est encore un enfant. J'imagine que c'est une bouteille qu'on peut garder de nombreuses années. On passe à ta deuxième bouteille, Michael. Allez, allons-y. S'il te plaît. Donc, du coup, on ne peut pas passer à Rasto non plus sans parler un petit peu des blancs. Donc, Rasto en 2010, on a eu la chance d'avoir la consécration du cru rouge. Ça faisait très longtemps que le syndicat des vignerons travaillait dessus, depuis 1975. Et chaque fois, on avait ce VDN qui nous posait problème justement pour ce cahier des charges, pour cette appellation sur les rouges secs. Et en 2010, on a eu la chance d'avoir les rouges. Malheureusement, les blancs nous ont été refusés pour surtout la superficie plantée. Donc, qui était trop faible. Oui, était trop faible. Ouais. Donc du coup, depuis quelques temps, on travaille fortement pour faire une demande à l'INAO pour avoir les blancs en cru. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se permet de les présenter. On est un peu hors cadre, mais on aime bien ça avec Hélène. On fait des blancs avec de la profondeur, avec de la minéralité. Et on voit que dans les vins, dans ce qu'on goûte, Rasto a le droit d'avoir le cru sur les blancs. Oui, il y a de quoi faire. Oui. Ouais. C'est quoi comme assemblage sur celui-là? Alors là, je reste sur 80% de grenache blanc et 20% de clairette. Toi, tu penses que ça a de l'avenir? Et là aussi, les blancs à Rasto? Ah ben moi, j'y crois à fond. Hein. Enfin, je veux dire, moi, déjà c'est une couleur qui me passionne. Parce que j'ai commencé à en faire il y a un peu plus de 20 ans. Donc, je n'avais pas de blanc à l'époque. C'est une parcelle dont j'ai hérité. Donc, j'y suis venu un petit peu à tâtons. Enfin, je veux dire, si on remonte 50 ans, 60 ans, 70 ans en arrière, on arrive à retrouver des vieilles bouteilles de vin blanc. Donc, il s'en est toujours fait à Rasto. Et pour justifier ça, là on est dans le dossier cru blanc, on s'aperçoit qu'il y a quand même des encépagements, on trouve des clairettes qui ont 70 ans, des grenaches blancs qui ont 70 ans. Alors certes, c'est vrai qu'ils ont servi aussi à élaborer les vins d'eau naturels, mais une partie a été faite en sec pour ces vins blancs. Et je pense que les blancs à Rasto ont vraiment quelque chose à dire avec la gastronomie. C'est des blancs qui sont dans la lignée de nos rouges. Donc, c'est des blancs avec de la complexité aromatique, de la persistance aromatique, persistance longueur en bouche, de l'équilibre, parce que même si on est un petit peu juste en acidité, on arrive quand même à avoir des amers, des jolis amers qui structurent un petit peu les vins et qui rend ces équilibres digestes, comme dans les vins rouges. C'est à peu près la même. Ils sont bâtis pareil. Voilà, c'est des vins qui supportent les élevages.
C'est des vins qui traversent le temps, c'est-à-dire qu'on peut les garder. Les vieux vins blancs, c'est très intéressant, c'est passionnant. Là, ça correspond bien à ce qu'on goûte, le vin de Michael, C'est ça. avec des jolis amers en fin de bouche là, qui l'allongent, qui lui donnent de la longueur. C'est un très beau terroir. Ouais, c'est super agréable. Ces parcelles sont très prometteuses parce qu'il les a plantées il y a quelques années maintenant, mais qui je pense que donc, à la retraite, on va se régaler avec ça. Là, on a profité pour servir ta cuvée, qui est en appellation Côte-du-Rhône Village. On est en Côte-du-Rhône, tout court. Côte-du-Rhône, pardon, oui. C'est un 2023. C'est un assemblage similaire à celui de Michael. On est à 80% de grenache et 20% de clairette. Donc, c'est deux parcelles différentes. Sur un terroir qui s'appelle les Plans, donc un terroir de plaine, sur des argiles rouges, tout petits cailloux roulés, mais les argiles rouges, c'est des sols qui sont riches en manganèse. Donc, c'est un terroir de rouge et il y a des blancs dessus. Donc, on est sur un blanc qui est structuré avec de la complexité aromatique et qui est très, très apte au vieillissement. Vos deux vins, là, il y a une belle longueur, c'est super agréable. Ça fait saliver, il y a un peu de gourmandise. Ça, c'est mon. Je sais pas, moi, j'ai toujours. Je dis si un jour je suis consommateur de vin, je suis buveur de vin. Et je suis toujours attiré par les vins qui ont de la pureté aromatique et de la persistance aromatique. Bon, et de la persistance aromatique et de la finesse aromatique, je pense qu'il va y en avoir sur le vin doux naturel que tu nous as amené. Alors, on va goûter, c'est un Grenat, Ouais. Un Grenat 2022. Donc, on est sur un assemblage, 90% de grenache noire, c'est le minimum qu'on puisse avoir dans l'assemblage, point de vue réglementaire. Et il y a 10% de vieux Carignan en plan mêlé dans les parcelles. Et toi, tu travailles sur quel type d'équilibre? Tu mutes à quel moment? Alors moi, je suis plutôt sur des équilibres. Je suis à 105 grammes de sucre. La richesse en sucre, c'est une chose. Après, il y a le ressenti du vin. Moi, je suis sur un terroir qui est très calcaire. Ce sont des argiles jaunes, voire une petite partie d'argile blanche, très calcaire. Donc, des jus de raisin qui goûtent presque un peu salés, où on ne sent pas trop le sucre. Donc, c'est pour ça que je monte un petit peu en sucre, en équilibre à 105 grammes. D'ailleurs, quand je le dis, les gens ne s'y attendent pas vraiment parce qu'il y a ce côté salin qui est caché derrière la sucrosité et qui fluidifie cet équilibre. Et on est sur des maturités qui sont équivalentes à un rouge sec. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va faire un VDN qu'on va chercher des maturités beaucoup plus poussées. On est presque juste en équilibre de sucre par rapport à la législation. Là, on vendange à 15 degrés. Justement pour avoir ce côté croquant de fruits et éviter ces fruits surmûris comme la figue, le cigare, la date. Mais voilà, moi j'aime le côté croquant dans les VDN Grenat comme ça, où il y a une palette aromatique qui est très intéressante. On a presque une partie un petit peu florale, un petit peu fleur de lavande, le côté tapenade, voilà. Et l'équilibre sucre, alcool, ça je m'applique au mieux parce qu'un VDN, ça ne doit pas avoir le goût ni de l'alcool, ni être sirupeux. Là, c'est Pour sûr moi. que le sucre, c'est très surprenant, la quantité de sucre que tu annonces. Ben ouais. Parce que c'est... Après, on est sur des équilibres. On n'a pas du tout la sucrosité en bouche. On est sur des terroirs qui ont des bonnes acidités, surtout des bons pH. Donc ça joue beaucoup dans l'équilibre du vin. Alors, on va terminer. Je vais vous demander, s'il vous plaît, chacun, il y a les fêtes qui approchent là. Est-ce que vous pouvez nous suggérer un accord mets et vin avec les vins de Rasto, s'il vous plaît, pour faire saliver les auditeurs et les auditrices? Alors, un accord mets et vin avec, pour les fêtes de fin d'année. Donc, il y a les plats, je dirais, traditionnels. Enfin, chez moi, pour commencer, pour un vin blanc avec un petit peu d'âge, l'omelette de truffe ou la brouillade. Après, sur les viandes,
évidemment les volailles, mais après, ce qui fonctionne bien avec nos vins, c'est l'agneau. Grillé, mijoté de 7 heures, enfin bon voilà. Ça fonctionne très bien. Et sur les desserts, les vins doux naturels, alors après, ça dépend un petit peu. Plutôt chocolat, je dirais plutôt des vins doux naturels plutôt rouges. Sur des choses peut-être un peu plus sucrées, peut-être des tuilés ou ambrés. Merci. Avec plaisir. Michael, fais-nous saliver également, s'il te plaît. Bon, mais vu qu'on a parlé de truffes pour les blancs, moi je vais partir un petit peu plus sur les volailles avec des sauces, pourquoi pas mori, cèpe, un petit peu plus sur les champignons. Les fromages avec aussi, bien sûr. Les rouges, partir sur une viande plutôt un petit peu plus rouge peut-être. Partir sur du bœuf ou des choses comme ça, avec une préparation un petit peu thym, romarin, laurier, des choses un petit peu plus fines, un petit peu plus aériennes. On enlève un petit peu de gras dans tout ça. Il faut quand même pas trop exagérer pendant les fêtes, même si. Et puis bien sûr les VDN pour les desserts, ou pour le côté un petit peu plus digestif. Et puis les fromages bleus avec les VDN bien sûr. Et puis voilà, et puis essayez plein de choses, buvez des rastos, vous allez explorer une autre dimension. Et puis bien sûr, bonne fête à tous et à toutes. Merci messieurs pour ce moment qu'on vient de passer ensemble. Et moi je continue mon petit voyage à Rasto avec d'autres visites cet après-midi et demain. Alors on vient de changer de lieu, j'étais ce matin au domaine du Trapadis et maintenant on se retrouve à la cave de Rasto en plein cœur du village en compagnie de Frédéric Goliard. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Donc Frédéric Goliard, comme tu l'as dit, j'ai 55 ans. Je suis coopérateur depuis une bonne trentaine d'années à la cave de Rasto. Je suis au conseil d'administration, secrétaire, et impliqué évidemment dans la vie de la cave coopérative, mais aussi coprésident de l'appellation du syndicat avec Jean-Pierre Bertrand. Voilà. Alors c'est une cave ici, la cave de Rasto, qui a été créée en 1925. Vous allez bientôt fêter les 100 ans. Ça devrait être une belle année 2025, si j'ai bien compris. Oui, en tout cas, on va tout faire pour que ce soit une année auquel on s'en souvienne. Mais on fête nos 100 ans. Et c'est pas rien, 100 ans. Donc, fier de le faire. Et évidemment, ça prouve que notre cave perdure. Et de ce fait-là, on est très fiers. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais poser le cadre pour qu'on ait en tête quelques chiffres, c'est-à-dire la cave de Rasto, c'est combien de coopérateurs, c'est quelle production à l'année, voilà, s'il te plaît. Ouais, donc sur la cave de Rasto, on est à peu près, toujours pareil, 60 apporteurs ou coopérateurs qui représentent à peu près une moyenne de vinification, tout confondu, de 22 à 24 000 hectos de production. Dans ce sens-là, il y a 10 500 hectos de moyenne qui sont produits sur les rastos. On a à peu près entre 200 et 300 hectos de vin doux naturel cru aussi qu'on élabore à la cave de Rasto. Le reste est dispatché, entre guillemets, avec une production de 3 à 4 000 hectos de Côte-du-Rhône, un peu descendant de communes. On fait aussi du sablé, on fait du séguré, on fait du rouex, du vaison-la-romaine. On a plusieurs apporteurs qui viennent des communes à côté. Voilà, donc un petit peu le cadre, c'est ça, c'est 22 à 24 000 hectos selon les années de production. Alors, dans ce podcast, on a beaucoup eu l'occasion de discuter et d'interviewer des vignerons indépendants, un petit peu moins des coopérateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la force du modèle coopératif et pourquoi est-ce que toi, tu as fait ce choix-là ?
J'ai fait ce choix-là parce que ça me permet d'être libre pour beaucoup de choses. Donc le fait d'être en coopérative, ça nous enlève quelque part la partie commercialisation, la partie vinification. Et donc ça, c'est pas rien, en tout cas pour moi. Moi, je suis allé là parce que je veux profiter aussi. Mon plaisir, c'est d'amener la vendange la plus saine possible, la plus qualitative possible, la plus mûre possible, pour que derrière, on fasse un vin de grande qualité. Donc ça, c'est ma règle numéro 1. Et ensuite, profiter, évidemment, quand on est en période un peu plus tranquille, bon, je suis un amoureux un peu de nature, entre guillemets, un peu de chasse, un peu de truffe, un peu de comme ça, de choses qui me donnent pas de pression. Donc voilà pourquoi je choisis ça, c'est-à-dire la liberté de pas avoir la pression sur sur la commercialisation, en fait. C'est ce qui m'a fait le plus peur. Mais le modèle coopération me plaît aussi pour le partage avec d'autres. Voilà, c'est ça. Tu me disais hors antenne que la cave de Rasteau, c'est à peu près un tiers de la production de tout le village. Donc j'imagine que quand la cave de Rasteau va bien, c'est que globalement l'appellation va bien, et que quand la cave de Rasteau a un peu plus de difficultés, globalement on peut dire que l'appellation c'est aussi un petit peu plus difficile pour elle. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation vous êtes en ce moment? Comment est-ce que ça va le commerce et quelle est l'évolution? Donc oui, évidemment, comme tu l'as dit, quand une cave comme la Cave Coop, qui représente un tiers de l'appellation, va bien, ça aide beaucoup aussi pour tout le monde, parce qu'on met dans le marché des vins, et si on les vend, ça veut dire qu'on est monteurs et qu'on a besoin les uns des autres, et on fait partie évidemment de ces gens-là qui devront montrer le bon exemple et être toujours en avant sur la qualité. Après, en ce qui concerne le côté, on va dire, commerce, c'est dur. Actuellement, c'est assez dur, mais Comme beaucoup de monde. Ouais, comme beaucoup de monde, on s'en est rendu compte. En tout cas, ça nous rassure, entre guillemets, parce que c'est vrai que si on n'était que nous, ça prêterait à se poser des questions. Mais oui, le vin aujourd'hui traverse une phase compliquée. Je pense que on s'en sortira, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, on fait tout pour, et c'est pour moi une crise, et elle va passer. Voilà. Donc après, le commerce, il est calme, mais c'est comme ça aussi. Il faut faire le dos rond. Il faut attendre et en tout cas, il faut tout faire pour que on ait une meilleure visibilité, une attente, et aussi une envie des clients de venir déguster nos vins, quoi, de plus en plus. La visibilité, justement, dont tu parles, là, c'est une des clés qui pourra faire que le commerce fonctionnera mieux? Oui, je pense que évidemment, c'est même pour moi un axe qu'il faut prendre le plus rapidement possible, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se battre, passer des paliers, c'est un objectif, hein, pour l'appellation, pour tout le monde, pour nos vignerons et nos gens qui vivent de ce métier. Donc oui, c'est sûrement une option qu'on va prendre incessamment sous peu. Alors, on a déjà un petit peu dérivé de la cave de Rasteau jusqu'à l'appellation, mais c'est difficile de séparer les deux quand on est dans ta position. Pour parler de toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre des responsabilités syndicales? J'ai toujours été dans le côté association, et j'aime être impliqué à faire les choses que je défends, quoi. Donc pour moi, c'était, même si la cave je la défends, il y a aucun souci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie du conseil d'administration et du bureau, donc je suis assez proche quand même de la vie de la Cave Coop, et j'adore. Sauf que c'est vrai que la Cave Coop avait aussi besoin de quelqu'un. Enfin, le syndicat, pardon, avait besoin de quelqu'un de la COP aussi, ou qui soit plus présent que ce qu'on était avant, pour de dire qu'on ait cet échange avec la partie indépendant et la partie CAF Coop, quoi. Donc oui, ça a été aussi pour ça, et je dois dire que j'aime ça. Alors j'ai aimé aussi le fait de faire ça, parce qu'on était en coprésidence, et ça reflète bien ce que je suis, c'est que j'aime partager. Et le fait m'a quand même beaucoup plus intéressé d'aller vers ce schéma-là de responsabilité que tout seul, déjà. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Et après, c'est mener en avant, c'est amener plus loin que ce que mes prédécesseurs ont fait, ce que je peux amener. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, amener un plus.
C'est quoi ta vision J'imagine que qu'on est élu quand on devient président ou coprésident d'un syndicat. Qu'est-ce que tu es arrivé avec quelle vision? Et d'après toi, c'est quoi les chantiers pour l'appellation Rasto et vers quoi vous avez envie d'aller? Alors plutôt, c'est plutôt les événements, la communication, tout ce qu'on peut faire le parler. Jean-Pierre, c'est plutôt le côté ODG pur, avec le cahier des charges, les restrictions, etc. On est comme ça répartis au niveau du syndicat. Et moi, l'objectif, voilà, avec Laetitia d'ailleurs, qui est par là, c'est de justement les événements, faire parler, faire un maximum de choses nouvelles, on va dire, ou qui ne sont jamais faites, aller chercher les gens pour qu'ils viennent découvrir le vignoble, nos vins et ce qu'il y a autour. Alors comment est-ce qu'on les fait venir là? C'est quoi les atouts de Rasto pour que les gens aient envie de venir, de rester et d'acheter les vins? On en a plusieurs. Donc c'est le soleil déjà, ça c'est chez nous, c'est super. Qui est magnifique aujourd'hui. Ouais. Voilà, la luminosité, donc il y a ça, et après il y a le côté plus terroir, qui est vachement intéressant parce qu'on peut être sur on va dire un bas de coteau sur une plaine, puis quelques mètres on monte sur un petit coteau, puis après on est entre guillemets plus haut sur de la montagne. On a beaucoup de bois, beaucoup d'espaces boisés, des vues et des spots qui que ce soit au lever, au coucher, au nord, au sud. On a tous ces paysages-là entourés de vignes et qui sont, pour moi, pas tout le monde peut les avoir. Et on peut faire de la balade à pied, on peut faire du VTT, on peut faire du cheval si on a envie, on peut faire voilà, beaucoup de choses. Et surtout le visuel qu'on peut avoir et pas partout. Moi, je pense. Quand tu dis visuel, c'est les paysages, on est d'accord? Ouais, on reste sur les paysages, évidemment, ça fait partie de ce qu'on a, et ça il faut en profiter aussi parce que moi quand je suis dans mes vignes et que le matin je me retrouve dans mes vignes face aux dentelles, je me dis putain, t'as une chance bénie. Quand je suis sur les vignes côté Buisson ou Vaison-la-Romaine, j'ai encore les Préalpes. Et quand je suis sur Kéran, côté Kéran, j'ai toute la Drôme, donc le Ventoux aussi qu'on n'oublie pas, mais qui fait qu'on est fier d'habiter là. Voilà, on est très bien. Après il y a le Mistral qui est là aussi aujourd'hui. Il fait froid. Qui est là. Ouais. Donc le no-tourisme, c'est un axe de Oui. développement. Oui, c'est à confirmer, mais bien évidemment, pour tout le monde, tout le monde y gagnera, je pense, autant les gens qui viendront découvrir que nous, puisqu'on aura évidemment plus de visibilité quelque part, quoi. Hors antenne, on a aussi parlé de montée en gamme et de réputation. En 2010, Rasto est passé au statut de cru. Oui. Donc, avant ça s'appelait Côtes-du-Rhône Rasto. Voilà, Côtes-du-Rhône Village ou Côtes-du-Rhône Rasto. Maintenant, il n'y a plus que le nom Rasto qui apparaît sur les étiquettes. Si je regarde ça de manière peut-être un petit peu triviale, je dirais que pour certaines personnes, en fait, le mot Côtes-du-Rhône disparaît. Donc, c'est peut-être moins évident d'identifier l'origine. Et pourtant, c'est un statut qui est plus prestigieux. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer en cru ? Et deux, avec maintenant 15 ans de recul, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Donc oui, alors moi de ce fait-là, 2010, et il faut savoir que ça a commencé plutôt en 2000, le travail du cru pour créer les dossiers. Il s'est donc écoulé 10 ans entre le cru, mais la volonté du syndicat qui nous précédait dans les années 2000 avait la volonté aussi pour une question de notoriété, finalement de qualité, de revendiquer quelque chose qui a dessus des Côtes-du-Rhône, villages nommés comme on peut les retrouver sur les appellations communales, c'est aussi passer un cap. C'est aussi aller vers une visibilité comme Châteauneuf, Gigondas, qui sont des crus de la vallée du Rhône, qui sont nos voisins en plus. Donc c'était un minimum, je pense, d'abord parce qu'on a le terroir pour, on était bien sûr de nous par rapport aux qualités des cahiers des charges. Donc, et évidemment, on peut pas parler de non-rémunération. Enfin, qui dit notoriété dit valorisation. Donc, qui dit gagner un peu plus d'argent pour nos
coopérateur ou indépendant, quoi. Mais la volonté, elle était ça, c'est de marquer aussi qu'on passe un cap, qu'on n'est plus dans les villages nommés, comme le sont dans les Côtes-du-Rhône, mais on se fait enfin respecter, entre guillemets, mais c'est une façon d'être quelque part, se dire, nos anciens ont fait des efforts, nous on en fait aussi, et là on a la récompense de tout ça. C'est d'être classé dans quelque chose de plus notaire. Après, ça n'a pas déclenché la folie des ventes, hein, je vais pas dire, mais ça nous a permis aussi de rester à la hauteur où on était. Et ça, c'est très important, déjà, de ne pas régresser, d'avoir un petit peu plus de visibilité, parce que grâce au vin doux, on avait une certaine notoriété. Mais le cru rouge, c'est aussi la cerise sur le gâteau, quelque part, en disant, voilà, nos anciens ont travaillé, nous, on fait ce cahier, parce que ça n'a pas été facile, hein, c'est jamais facile. Et après, derrière, ça nous permettra, en tout cas, si c'est pas maintenant, je l'espère, dans la cour des grands, de pérenner, quoi, d'être meilleur encore et que les gens se rassurent. Si c'est plus une Côte-du-Rhône, c'est un Rasto, quoi. C'est encore mieux pour moi. Maintenant, c'est pas facile à ce que les gens se retrouvent là-dedans aussi. Donc l'idée, j'imagine, c'est à terme d'avoir Rasto, le nom qui résonne autant que Gigondas, par exemple. Oui, ben, évidemment. Enfin, moi, je pense qu'on aurait tort de pas se donner ce challenge, quoi. On aurait tort de pas en profiter. Et c'est vrai qu'on n'a rien à... Même si nos voisins gigondassiens ou châteauneuf-blois ou font très bon, même Kéran, on fait tous très bon maintenant. Mais après, voilà, c'est une façon aussi de se dire le terroir qu'on a, de l'assumer et d'en rendre quelque chose de superbe, quoi. Et donc ce challenge-là, de devenir aussi prestigieux que les autres, comment est-ce qu'on y arrive ? Eh bien, on y arrive avec de la patience, je pense, déjà, et avec des moyens. Donc les moyens financiers, ben, on fera ce qu'on peut, mais on va faire en sorte de créer des événements, de faire, et puis compter sur les hommes qu'il y a autour, les femmes, qui peuvent amener, et chacun peut amener un peu une pierre à l'édifice. Et voilà, donc les moyens financiers, je dirais, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Par contre, les moyens humains, on va mettre en œuvre beaucoup de choses et du bénévolat, et comme on a l'habitude de faire, et faire des événements qui sont que les gens apprécient et reviennent, et grâce à ça, même viennent de loin pour pouvoir boire nos vins et visiter notre vignoble, quoi, les paysages, tout. Alors, je reviens sur les événements parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu en as beaucoup parlé et on a compris que c'était comme ça que que vous pouviez avoir davantage de visibilité. Il y a un événement majeur dans l'année qui est quand même assez unique dans la vallée du Rhône, c'est la Nuit des Vins au mois d'août. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, s'il te plaît ? Oui, donc la Nuit du Vin, oui. Donc c'est une fête qui existe depuis... je ne veux pas dire de bêtises parce que je vais faire taper sur les doigts, mais au moins 34 ou 35 ans. Et c'est vrai qu'au départ, ça faisait partie des fêtes tournantes des Côtes-du-Rhône. C'est-à-dire, chaque année, on avait une commune, village nommé qui faisait une fête des vins. Petit à petit, ça s'est arrêté dans le contexte Côtes-du-Rhône, mais nous, on l'a continué et on l'a fait évoluer. Et en bien, puisque maintenant, on arrive à avoir, sur une soirée qui commence de 17h à 22h30 ou 23h pour la dégustation, et jusqu'à 1h30 du matin pour la fin de la soirée, la nuit du vin, on a une fréquentation de 8000 personnes, donc c'est un très bel événement. On peut aller au-delà, mais ça dépend des années. Mais oui, ça reste un vecteur de l'économie aussi, parce qu'autour, il tourne beaucoup on fait marcher des food trucks, on fait marcher, et on fait venir du monde. Donc c'est pas que des locaux, il y a aussi des gens qui viennent un petit peu de plus loin. Oui, parce que c'est au mois d'août, donc c'est au cœur de l'été, il doit y avoir beaucoup de touristes. Tourisme, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vraiment en plus une belle date, puisque le lendemain, c'est repos, 15 août, donc on a une très belle fréquentation, et maintenant on peut dire comme on l'a aménagé sur le parcours qui est magnifique, on monte jusqu'à l'église, qui quand même
même culmine à 200 et quelques mètres. Donc après, derrière, on a tout, encore, on parle du Ventoux, on a les dentelles, on passe un moment formidable. Tout éclairé, hein, tout le chemin est éclairé de lumière. C'est magnifique, avec des stands qui, allez, on va dire, 100 ou 200 mètres sur le parcours, on va pouvoir déguster. Non, c'est une très belle fête qui a plus de... Son nom est plus à tout le monde, même nos élus la connaissent de très loin. Hein, ils savent qu'on fait partie d'une très belle fête, on va dire, du Vaucluse, ça c'est sûr. Voilà, donc oui, j'adore ça. Ça se passe très bien. Et après, on a d'autres petites fêtes parce qu'on marque le pas avec beaucoup d'autres événements. En ce qui concerne le syndicat, on a quand même le soir, qui sont 2 événements qu'on fait au mois de juillet. Là, c'est plus cosy, c'est plus j'arrive pas à trouver le mot, mais j'allais dire professionnel, mais c'est pas ça tellement. Intime, c'est plus non petit, ouais. plus petit, on soigne mieux les gens qu'on reçoit parce qu'on est sur 500 personnes. C'est que sur la place du village, donc c'est tout autour d'un petit cocon où tout le monde est très bien, musique tranquille d'ambiance, c'est un peu plus rock la nuit du vin, mais là on est plutôt sur du vraiment tranquille, paisible discussion avec les vignerons qui sont là. On peut vraiment partager dans un climat super sympa. Et après on a l'escapade des gourmets qui elle est au mois de mai, fin mai début juin, ça dépend un peu l'année, et là c'est aussi un très bel événement qui se passe donc là il y a je crois que c'est 4 ou 5 kilomètres, voire un petit peu plus de parcours dans les vignes, avec des dégustations de vin, toujours pareil, et aussi des mets qui sont préparés par un traiteur. Donc on peut estimer qu'on marche un demi-kilomètre et hop, on est en train de déguster, de manger une entrée, puis un plat, puis un fromage, puis un dessert, et avec tous les vins finalement qui sont représentés là-dessus. Et ça, c'est une fréquentation de 2500 personnes, en gros, 2300. Et c'est réservé, c'est-à-dire on ouvre, pour Didier qui est le responsable, on ouvre la réservation, pour donner un exemple, le 1er février, dans la nuit, il y a 90% qui est réservé, et ça marche du feu de Dieu, quoi. Voilà. Tout ça, c'est des événements qui regroupent pas mal de domaines. Ça donne l'image d'une dynamique collective assez importante. Ouais, une force. Le mot, c'est vraiment force. Moi, c'est assez exceptionnel sur Asto. C'est pas d'hier. Ça date de très longtemps où on avait cette force. Pourquoi, j'en sais rien. Mais toujours, tout le monde on a œuvré pour la vie plutôt collective, la force à plusieurs. Toujours être en aide pour l'un, pour l'autre. Quand il y a quelqu'un qui a un problème, que ce soit un particulier, un domaine ou à la cave, on a un élan où les gens vont pouvoir travailler chez eux pour peu cher s'il a eu un problème physique pallié à sa perte de temps dans les vignes. Donc il y a lors de gros accidents, il y a beaucoup d'élan comme ça, de bénévolat et de solidarité. Ça reste encore très riche chez nous. Merci Frédéric, je te propose, vu l'heure qu'il est, qu'on prenne la voiture, on va au resto et puis on va déguster une des cuvées de la cave de Rasto, ouais, avec un petit quelque chose à manger. Oui, tout à fait. Allez, à tout de suite. Allez, merci. Alors nous voilà de retour. On est chez Couteau et Fourchette avec Frédéric pour une petite séquence accord mets et vin. On a une bouteille de la cave de Rasto, une jolie bouteille qui est ouverte sur la table. Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter le vin, s'il te plaît ? Oui, tout à fait, pardon. Donc, c'est la sélection Léo du village qu'on fait depuis très longtemps. C'est en millésime 2022. Ce sont des parcelles plutôt sélectionnées avec des rendements faibles. On est sur une moyenne de 32 hectares. Et un assemblage Grenache Syrah Mourvèdre, un équilibre sur les 3 cépages principaux. Comme je disais, on fait ça depuis des années. C'est une cuvée qui est suivie depuis très très longtemps. Ce sont sur des parcelles plutôt d'argile bleue, de caluvion, de ce genre de territoire, de terroir. Donc on a un vin plutôt un petit peu dans le registre de la puissance, on va dire, et de la concentration. C'est un style que vous cherchez en particulier sur cette cuvée-là ? Oui, c'est voulu aussi pour retrouver les rastos, qui sont quand même avec du corps. Donc, il faut que on soit à la hauteur là-dessus. Et ça n'empêche pas qu'ils sont quand même assez fins, pour moi, équilibrés. Mais oui, il faut qu'on ait ce corps qui soutienne le plat qui va être dégusté avec, quoi. Donc là, on a une belle assiette pour accompagner ce vin. Alors, c'est dans le registre de la puissance, je l'ai dit, mais il y a quand même
quand même beaucoup de fraîcheur. En plus, là, le vin est servi, je dirais, à bonne température. On n'a pas un rouge chaud, on a un rouge légèrement chambré et ça lui fait beaucoup de bien. Et pour l'accompagner, on a une épaule d'agneau confite avec une sauce aux épices et chocolatée. Il y a un registre de couleurs qui est un peu le même, assez concentré, assez profond et qui fait très envie, quoi. Donc je te rejoins évidemment en disant que tout en étant avec du corps, comme je disais, il est aussi. Enfin, c'est le but de faire de venir nos vins maintenant avec de la fraîcheur. Bon, on passe à la dégustation ? Oui. Allez, c'est parti. Ouais, c'est vraiment bon. Le plat est délicieux et le vin était aussi très bon, donc on est sur un bel accord. Il y a beaucoup de fruits noirs, il y a quelque chose d'assez profond dans l'aromatique du vin. Et c'est un petit peu pareil, il y a beaucoup de concentration dans le plat, avec le côté épicé qui est bien accompagné par la fraîcheur du vin. Et le chocolat, ça apporte quand même une complexité aromatique. Non, c'est vraiment super. Bah, merci de nous avoir proposé cette dégustation et puis pour ce joli vin, Frédéric. Merci beaucoup. Régale-toi bien aussi. Merci. Après cette première journée haute en couleurs et une nuit réparatrice, je reprends la route direction Violès pour rencontrer Frédéric Lavaux. À la tête de la maison Lavaux depuis l'an 2000, il gère ce négoce avec son frère Benoît en offrant une gamme large de vins du Rhône. Fin connaisseur de Rasto, il m'accueille de bon matin avec un grand sourire et quelques petites gourmandises provençales. Donc, je m'appelle Frédéric Lavaux, je suis le directeur de la maison Lavaux. Je suis associé avec mon frère Benoît. Nous sommes implantés à Violès depuis l'année 2000, l'année où nous avons fait construire cette nouvelle cave. Et la maison Lavaux est une maison familiale, puisque ce sont mes parents qui avaient commencé à créer ça en 1968. Avant, on était installés dans le village de Sablé, donc pas très très loin d'ici. On reste quand même toujours au pied des dentelles de Montmirail et des belles appellations telles que le cru Rasto. Alors, il y a une longue histoire avec l'agriculture dans votre famille. Vous avez plusieurs domaines et vous êtes également une maison de négoce. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? Quels sont les domaines que vous avez, sur quelles appellations, et également votre activité de négoce, s'il vous plaît ? Alors, on possédait effectivement pas mal de domaines entre 2010 et 2022 et nous avons vendu tous ces domaines-là justement le 31 décembre 2022. Donc, j'ai été vigneron pendant 14 ans et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on s'est recentré sur notre activité principale qui reste l'achat de raisins de toutes les appellations méridionales de la vallée du Rhône. Et donc notre activité principale reste effectivement les relations que nous avons tissées au fur et à mesure des années avec un peu plus de 260 vignerons, donc répartis sur toutes les appellations, dont évidemment le cru Rasto. Et notre maison s'occupe bien évidemment de la sélection des raisins, de la vinification, de l'assemblage, de l'élevage, de la commercialisation, sachant que on commercialise la plus grande majorité en vrac et une petite sélection dans ces cas-là en bouteille, en France et à l'export. Beaucoup plus à l'export qu'en France, environ 70 à 75% à l'export en fonction des années et le solde en France. Donc si je comprends bien, vous commercialisez majoritairement à l'export et majoritairement en vrac. Exactement. Qui sont vos clients ? À qui est-ce que vous vendez du vrac à l'export ? En général, ce sont donc des importateurs, des grossistes qui vont, eux, avoir leur propre réseau de distribution et qui, à ce titre-là, vont acheter nos vins et mettre leurs étiquettes, on va dire, sur leurs bouteilles pour commercialiser ces vins-là. Historiquement, ça a toujours été fait comme ça et nous avons juste poursuivi ce que nos parents avaient mis en place à l'époque. Alors, on est ici pour parler de Rasto. Aujourd'hui, on a 2 belles bouteilles de la maison Lavaux, estampillées Rasto sur la table, accompagnées de 2 belles fougasses qu'on goûtera tout à l'heure, une spécialité de la région. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Rasto, c'est une appellation et un terroir exceptionnel ? Alors, il faut bien savoir que Rasto, des vestiges en tout cas de vignes à Rasto ont été retrouvés il y a déjà plus de 2000 ans. Ça, c'est la première des choses. On a la chance quand même d'habiter dans une région. Nous, on est basé à Violès et on est installé au pied des dentelles de Montmirail.
À ce titre-là, on est entouré quand même de belles appellations, dont le cru Rasto, qui est devenu un cru. Avant, c'était un Côtes-du-Rhône Village jusqu'en 2009-2010. En 2010, c'est devenu un cru, donc un vin à part entière. On ne lit plus sur les étiquettes Côtes-du-Rhône Village, mais on va lire Rasto. Et je pense qu'effectivement, il y a plein de raisons qui ont fait que le village est devenu effectivement un cru il y a maintenant 14 ans de ça. Et c'est dû en particulier, je pense, à la diversité de ces terroirs et l'excellence, dans ces cas-là, de la qualité de ces vins. Vous venez de mentionner le passage en cru, qui a été un moment important pour l'appellation Rasto. Vous avez un historique sur les ventes, notamment sur ce village-là, qui était avant Côtes-du-Rhône Village et qui est maintenant un cru. Qu'est-ce que ça a changé concrètement, le passage en cru en 2010 ? Je pense quand on passe en cru, il y a quand même l'excellence du vin, qui est la première chose qui décide cet accès en cru. On a vraiment l'impression, de toute façon, et je pense que tous les acteurs de l'appellation ont fait en sorte de monter une marche supplémentaire, sachant que l'INAO nous aide justement dans cette démarche-là, à sélectionner les meilleurs terroirs pour arriver justement à trouver cette excellence, si nous, on n'est pas certain justement de savoir où est-ce qu'elle se situe. Et en termes de commerce, est-ce que vous avez senti, à la fois sur la valorisation possible des vins et sur les volumes de vente, un changement suite au passage en cru ? Ou une évolution, on va dire ? Alors l'évolution, bien évidemment, après c'est notre travail à nous, acteurs, tous les acteurs, qu'on soit vignerons, cave coopérative, négociants, c'est notre travail au quotidien de jouer notre rôle de commerçant pour justement arriver à trouver et à faire connaître et à promouvoir justement le cru Rasto, que ce soit en France ou à l'étranger. Je me rappelle toujours ça c'est une anecdote, mais en 2012, il y avait justement un des dégustateurs de chez Robert Parker qui était venu dans la région et qui avait eu la possibilité, l'opportunité de déguster dans un restaurant justement un vin de Rasto. Et à ce titre-là, il avait demandé justement à venir visiter l'appellation. Et donc voilà, c'est là que on se rend compte qu'on a besoin justement de tout et de tout le monde pour arriver justement à faire rayonner le plus largement possible justement les vins de cette belle appellation. Et alors où est-ce que vous réussissez à les faire rayonner ? Est-ce que en fonction du cru de la vallée du Rhône que vous avez, est-ce qu'il y a des marchés préférentiels ? Et si oui, où est-ce que vous avez plutôt tendance à trouver des amateurs de Rasto ? Alors moi j'aurais tendance à dire, moi à la Maison Lavaux, je m'occupe pour la bouteille du marché nord-américain. Donc j'essaye de promouvoir et de faire rayonner justement le cru Rasto aux États-Unis et au Canada. Je pense qu'il y avait déjà dans le passé certaines maisons de négoce et certains vignerons qui ont su et qui ont été capables justement de promouvoir le cru Rasto, ou même avant ça, avant 2010, le passage en cru au Canada en particulier, dans les monopoles justement canadiens. Et je pense que le marché américain est assez sensible en tout cas au vin et au style du vin de Rasto. C'est quoi le style du vin de Rasto ? Alors il y en a plein. Après c'est juste une question d'interprétation, c'est juste une question de vision, c'est juste une question de qui sont nos clients et qu'est-ce qu'on a envie de donner comme expérience en tout cas aux consommateurs en général. Je pense que c'est surtout ça. Il n'y a pas vraiment un vin de Rasto, on va dire, unique. Il y a plein de styles en fonction de qui vous êtes. Bien évidemment, vous allez arriver, ou essayer en tout cas, d'arriver à un objectif en particulier, celui que vous avez dans votre tête. Et alors le style Lavaux, c'est lequel ? C'est quoi l'interprétation de Rasto par la Maison Lavaux ? Alors nous, étant donné qu'on travaille avec des contrats avec des vignerons qui sont d'une année sur l'autre quasiment toujours les mêmes, et donc on a fait un assemblage, toutes les années c'est la même chose, on fait un assemblage qui est 50% Grenache, 50% Syrah. Évidemment, Grenache, ça reste quand même le cépage emblématique de la vallée du Rhône méridionale. Nous, on est assez fans de Syrah parce que justement pour la couleur, pour la fraîcheur, pour son acidité et qui permet de rééquilibrer de temps en temps le côté un peu solaire de Rasto. Et à ce titre-là, quand on assemble les deux, quand on s'occupe justement consciencieusement de l'élevage et des différents vaisseaux qu'on pourrait utiliser ou qu'on utilise pour arriver à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, on va dire, dans notre tête, c'est là qu'on essaye justement de faire un vin avec
de la fraîcheur, avec de la finesse, toujours de l'élégance, un beau milieu de bouche, de la longueur. Pour moi, Arasto, c'est quand même un vin de gastronomie. Et à ce titre-là, voilà, c'est ce qu'on essaye systématiquement d'atteindre toutes les années, millésime après millésime. Comment ça s'est passé justement le millésime 2024 ? Alors, le millésime 2024, on était peut-être un petit peu inquiet du printemps humide. Voilà, après on a passé de bonnes vendanges où il a fait beau et sec. Ça reste toujours, on va dire, les conditions météorologiques que l'on va consulter tous les matins en se levant avant d'aller vendanger ou avant d'aller ouvrir la porte de la cave pour savoir comment va se passer notre journée. Mais on va dire qu'on a eu des bonnes conditions. C'est un millésime qui sera, je pense, effectivement, sur la finesse, sur la fraîcheur, sur l'élégance. Il n'a pas fait trop chaud, pas trop sec. Donc, on aura, on va dire, un équilibre qu'il aura fallu maîtriser, mais qui sera, je pense, à la sortie, ça va donner un joli résultat. C'est un millésime qui est très différent des millésimes récents, 22, 23, 2020 notamment. Même 20, d'ailleurs. Ouais. Où il y avait plus de chaleur, un peu plus de sécheresse pour certains millésimes. C'est ça. Donc, on est tous conscients que le changement climatique, de toute façon, impacte notre travail au quotidien. C'est pour ça que, de toute façon, on change les façons de produire directement dans la vigne. C'est pour ça qu'on change notre mode, justement, de vinification. C'est pour ça qu'on modifie aussi la façon dont on élève, justement, nos vins. C'est pour essayer de s'adapter à tous ces changements-là qui sont d'ordre, justement, climatique. Après, bien évidemment, tous les aspects environnementaux sont aussi essentiels pour arriver justement à atteindre nos objectifs. Et ça fait partie des choses qui sont importantes, je pense, à Rasto. Un peu comme les conditions, on va dire, les différentes certifications que certains vignerons ont décidé d'adopter, on va dire, dans le passé ou même maintenant pour répondre justement à tous les enjeux du XXIe siècle. Justement, votre cœur de métier, c'est la vinification et l'élevage. Qu'est-ce que vous avez changé concrètement pour vous adapter au changement climatique ? Sur un millésime, par exemple, comme 2023, on va avoir tendance plutôt à avoir récolté un peu plus tard que d'habitude parce que justement, il avait fait un peu moins chaud et un peu moins sec. Donc ça, c'est une façon aussi de s'adapter. Il est vrai que ces dernières années, on a aussi décidé de ramasser les raisins plutôt le matin que l'après-midi, surtout quand il faisait très très chaud. En termes de vinification, on aime donc rentrer des raisins quand ils sont un peu plus frais qu'un peu plus chauds. Ça nous permet de pouvoir, au niveau de l'entreprise, éviter de consommer des calories, puisque on est obligé de maintenir une température en vinification qui va être plus proche de 20-25 degrés plutôt que de 30 degrés. Donc ça, bien évidemment, ça fait partie des choses qui sont importantes en termes de gestion de nos coûts. Et puis après, en termes d'assemblage et en termes d'élevage, si dans le passé, en termes d'assemblage, on utilisait par exemple uniquement que des cuves inox ou alors que peut-être des barriques de 225 litres qui pouvaient être qui avaient déjà été utilisées peut-être pendant 2 ou 3 millésimes, maintenant on va plutôt utiliser des plus gros contenants, en tout cas type 600 litres, et qui nous permettent dans ces cas-là de pouvoir adapter, on va dire, le vin, le rapport poids-puissance en fait. Donc c'est toute une question de quantité par rapport à la surface. Et est-ce que l'évolution qui est encore en cours du changement climatique, est-ce que ça vous inquiète pour les années à venir, ou est-ce que vous sentez que vous avez mis en place déjà des adaptations qui vont vous permettre de faire face ? Je pense que de toute façon, ce qui est important, c'est que tout le monde soit bien conscient que ce changement climatique existe. D'accord ? C'est pas une vue de notre esprit. C'est pas du marketing. Nous, on le vit au quotidien parce qu'on est là, on est au pied des dentelles de Montmirail, on visite des vignes toute l'année, on a des relations avec des vignerons toute l'année qui nous expliquent justement quelles sont leurs problématiques. Et donc, ces vignerons font remonter de l'information de manière annuelle. Et à ce titre-là, bien évidemment, qu'on va s'adapter en fonction de ce qu'on nous dit, en fonction de notre environnement. Alors, je voudrais changer de sujet et qu'on parle de commerce, et plus particulièrement du commerce de Rasto. Mais déjà, si on regarde
la situation du vin dans son ensemble et des Côtes-du-Rhône. Il y a aujourd'hui plutôt une baisse de la consommation et un petit peu de difficulté à vendre les vins. On l'entend chez les producteurs, on l'entend chez les cavistes un petit peu partout, que le commerce se ralentit. Comment est-ce que ça a évolué pour Rasto sur les 10 dernières années, le commerce, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, il y a 10 ans de ça, c'était quasiment le début du cru Rasto, puisque donc c'était 2010. À ce titre-là, je pense que le syndicat de l'appellation et l'interprofession ont décidé de se donner les moyens de promouvoir le nouveau promu, le cru Rasto. Et à ce titre-là, on essaye de faire rayonner dans son ensemble en France et à l'étranger par un certain nombre ou un grand nombre en tout cas d'actions. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il est évident que le Covid en 2020 ne nous a pas donné la possibilité, ou en tout cas aujourd'hui on sait qu'on a été confronté à ça, et que si effectivement la baisse de la consommation est aujourd'hui une réalité mondiale, pas que française d'ailleurs, c'est pas que dans notre région ou qu'en France, le monde entier subit justement la même baisse de consommation. Alors après, elle peut être plus ou moins importante en fonction justement des pays, mais il n'empêche qu'on n'est pas certain aujourd'hui de bien comprendre justement quelles en sont les raisons. Après, il est évident que ce phénomène post-Covid, on sera sûrement capable de l'analyser dans quelques années. Aujourd'hui, c'est une réalité. Une fois de plus, il a fallu que tous les acteurs, on s'adapte justement dans la vigne au changement climatique. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte aussi aux différents changements de mode de consommation, quantité consommée, etc., etc. Comment vous y prenez alors ? Ça passe par quoi pour s'adapter à ces changements de consommation ? Alors on va dire que on essaye de s'adapter en offrant de nouveaux produits, en essayant de trouver des nouveaux moments de consommation, en essayant de créer de nouveaux vins avec des styles différents pour essayer justement de reproduire, recréer un peu plus d'attractivité. Mais quand on est de toute façon dans une période incertaine comme celle que nous vivons, on va dire aujourd'hui, très honnêtement, il n'y a pas de vraie solution miracle. Il faut juste essayer justement de préserver la qualité dans son ensemble et continuer à faire le travail tel qu'on le faisait avant. Avec du vin, il est difficile de faire autre chose que du vin, en général. Et est-ce que Rasto s'en sort un peu mieux que les autres, ou est-ce que c'est similaire ? On va dire que Rasto, malheureusement, c'est un cru. Il a les mêmes problématiques que les autres appellations en France et à l'étranger. On sait aussi que, sans parler même seulement uniquement que de mode de consommation, mais il semblerait qu'il y ait une tendance qui est vraie depuis quelques années et qui parlerait de la consommation des vins blancs. C'est pour ça que, par exemple, à Rasto, on pourrait évoquer un projet de Rasto blanc, voilà, qui va peut-être créer, sortir de terre dans quelques temps. Alors, je ne connais pas encore exactement les dates, mais ça fait partie, en tout cas, des enjeux prochains du cru Rasto. Oui, on a pu discuter également avec Alain Durand et Michael Boutin, qui sont deux personnes qui poussent beaucoup pour que le cru Rasto soit aussi reconnu en blanc et qui ont beaucoup travaillé sur le cahier des charges. Donc on peut espérer que ce soit un projet qui aboutisse rapidement. Il y a un grand nombre de vignerons sur l'appellation qui, de toute façon, ont toujours produit des vins blancs, qui aujourd'hui sont revendiqués sous la forme de Côtes-du-Rhône, et qui, dans le cadre de Rasto, qui deviendrait aussi un cru blanc, auraient la possibilité, sachant qu'ils ont l'expérience de la qualité des vins. Et donc, à ce titre-là, ça pourrait permettre de pouvoir diversifier, on va dire, la production et donc sa distribution. Alors, on a eu l'occasion de discuter avec Frédéric Gauliard également. On a beaucoup parlé de la réputation de Rasto et du fait qu'il aimerait amener Rasto
vers un prestige équivalent à certains voisins. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce qu'il faut à Rasto justement pour atteindre cet objectif ? Moi, je pense que de toute façon, si Rasto est devenu cru en 2010, c'est en particulier parce que tout le monde avait bien conscience qu'on en avait la capacité. Après, on sait aussi que le vin, en général, c'est un temps long. C'est un peu comme la vigne. À partir du moment où vous décidez de planter une vigne, à partir du moment où vous allez commencer à récolter les premiers raisins, il va falloir être patient, puisque ça prend au minimum 4 ans. Et là, je pense qu'effectivement, concernant le cru Rasto, son ambition, sa capacité à atteindre l'excellence, aucun doute là-dessus. Après, il faut donner le temps au temps. Comment est-ce qu'on fait comprendre aux amateurs de vin, aux consommateurs, qu'on a une pépite entre les mains et que ça mérite de s'y intéresser un peu plus, ou encore plus ? Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui sont de toute façon essentielles. Et là, c'est plutôt je vais plutôt parler en termes de commerçant, en tant que commerçant en tout cas. Et à ce titre-là, la promotion est essentielle. Faire connaître notre vin, on va dire, et le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas au plus grand nombre. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est essentiel aussi. On est une grande région de vin depuis très très longtemps. On parle aujourd'hui de Rasto, mais on pourrait très bien parler de Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône Village et de tous les autres crus de la vallée du Rhône en général. Et à ce titre-là, je me rappelle très bien, en 2010 aux États-Unis, la vallée du Rhône avait été élue la région de l'année. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a quand même l'excellence de nos vins en général, peu importe l'appellation, le bon rapport qualité-prix qu'on est capable d'offrir aussi. Et à ce titre-là, je pense que c'est essentiel. Et quand on en parle autour de nous et qu'on en parle aux consommateurs en général, on se rend compte que ça fait partie de leurs préoccupations importantes, si ce n'est primordiales, en ce moment en particulier, en période post-Covid. Donc il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer les consommateurs, il faut faire goûter. Et c'est comme ça qu'on arrivera à les convaincre. Que ce soit au niveau du syndicat de Rasto ou que ce soit au niveau de l'interprofession, on a de la chance dans ces cas-là de pouvoir investir dans la promotion par différentes actions, qu'elles soient locales, nationales ou même internationales, et qui nous permettent d'essayer justement de faire rayonner le cru Rasto. Après, c'est comme d'habitude, c'est un travail long. On fait avec la bonne volonté de tous, les moyens qui nous sont alloués. Et à ce titre-là, c'est un temps long. Il faut prendre le temps. C'est comme le bon vin, ça. Il faut le laisser patienter pour qu'il puisse s'exprimer. Frédéric, je vous propose qu'on passe à la dégustation. Maintenant, il y a une bouteille qui a été débouchée, il faut qu'on en profite. C'est ça. Moi, je vous propose donc Maison Lavaux, Rasto, millésime 2021. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un assemblage qui est 50% Grenache, 50% Syrah. On a pris le parti, nous, d'utiliser la bouteille écussonnée Rasto parce qu'on la trouve très, très jolie. On trouve que c'est un avantage de pouvoir mettre en évidence, justement, de mettre à la vue du consommateur d'où on vient, même si c'est noté, bien évidemment, sur les étiquettes. Donc pour la dégustation, ça fait bien évidemment, quand on regarde, on retrouve un vin qui est sombre. Moi, j'aime justement cette couleur brillante qui est donnée. Ça, c'est un millésime 2021, donc on commence à voir justement son évolution, en tout cas. En termes d'arômes, on se retrouve bien dans ces cas-là dans les garrigues environnantes de notre belle région et de notre beau village, qui va s'exprimer en fonction, bien évidemment, de l'origine du mot Rasto, qui en vieux français voulait dire râteau. Et je trouve que râteau, c'est vraiment très intéressant parce que quand on imagine justement la forme d'un râteau, on va être capable d'imaginer toutes les différentes orientations des différentes vignes, sans parler, en parlant ou même en ajoutant bien évidemment les différents types de sols, les différentes altitudes. Il faut penser aux différents cépages. Il faut penser, moi en tout cas c'est ce que ça m'évoque quand je sens justement ce vin-là. Alors moi, ce qui me frappe depuis hier,
et ça, c'est le cas aussi avec votre vin là, c'est que, alors certes à Rasto, on a une certaine puissance alcoolique dans les vins, c'est quand même les Côtes-du-Rhône, il y a du soleil, comme vous venez de le dire. Mais je trouve que tout ce que j'ai goûté depuis hier, il y a à chaque fois une acidité, une fraîcheur qui donne un équilibre assez exceptionnel au vin, qui contrebalance très bien l'alcool, et on a beaucoup de profondeur dans les vins avec ces arômes de fruits noirs, ces arômes de garrigue, ces arômes d'olive, toujours des belles longueurs et surtout des longueurs très fraîches. Ça donne envie de reprendre une deuxième gorgée tout de suite. C'est de toute façon l'avantage de l'acidité d'un vin, c'est que on a envie d'y revenir. Ça nous donne envie de redéguster, de reboire une gorgée, et donc ça reste quand même l'essentiel de la dégustation. C'est aussi une façon aujourd'hui que l'on a de s'être adapté au changement climatique dans le style du vin ou des vins que nous produisons à Rasto. Je pense que tout le monde a bien conscience justement de ce changement climatique et de le prendre en compte. Et puis d'un autre côté, c'est aussi notre façon à nous de nous adapter à peut-être la consommation et l'évolution de la consommation, et qui fait qu'aujourd'hui, les consommateurs, il faut qu'on leur donne des vins plus gourmands, avec plus de fraîcheur, avec plus de finesse, plus d'acidité. Et c'est justement grâce à ces qualités-là qu'on va avoir un goût de reviens-y. Merci Frédéric. Merci. Hélène, Michael et les deux Frédéric, merci pour ce formidable tour d'horizon d'une appellation qui a tout d'une grande. Le terroir, des vignerons et vigneronnes passionnés, un collectif soudé et des paysages magnifiques. Vive Rasto! Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Lapet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!